De l'origine de ces contes, des mille et une fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une fadaises, contes à dormir debout. Ouvrage dans un goût très moderne. Par Jacques Cazotte. De l'origine de ces contes. La baronne de... Au retour de sa campagne, alla voir la marquise de... Après les premiers compliments, la marquise prit la parole. « Mais regardez-moi donc, baronne. Ne me trouvez-vous pas changée à faire peur ? Il y a 15 jours que je n'ai fermé l'œil. Imaginez combien je souffre. J'en deviendrai folle. » Elle avait raison de dire qu'elle souffrait. Une jolie femme qui ne dort pas souffre plus qu'une autre. Elle sent que la fatigue l'enlaidit. Elle meurt à petit feu. « Effectivement, dit la baronne, je vous trouve changée. Cependant, je ne vois pas que le mal soit aussi grand que vous le faites. Votre œil n'a rien perdu de sa vivacité. Mais n'essayez-vous pas quelque secret ? À propos de secret, ne vous souvient-il plus de ce discours académique que nous récita l'abbé de... qui vous fit dormir de si bon cœur ? Il est de nos amis, cet abbé. Faites-le venir à votre chevet. Si un de ses discours ne vous suffit pas, il en débitera 4. C'est un torrent d'éloquence. « 4 discours » dit la marquise. « Ah, vous extravaguez, baronne. Mais savez-vous que vous me parlez là d'un régime assommant ? Je dormirais à ce prix, moi. »« Et qu'importe à quel prix vous dormiez, » reprit la baronne. « Allons, madame, ayez cette obligation à l'abbé. C'est un homme de ressources, et ce n'est pas dans ses harangues seules qu'il est admirable. Il parle comme il écrit. L'autre jour, il vint à ma terre avec ses nouvelles et ses contes usés. Il nous fatiguait plus lui seul. » Au milieu de ce discours de la baronne, on annonça l'abbé dont elle faisait l'éloge. « Ah, notre cher abbé, on se plaignait de vous, » lui dit-elle. « Les voilà, ces chers petits hommes. Dès qu'on les souhaite, on ne les voit plus. Madame la marquise est malade. Elle est travaillée d'une insomnie cruelle. Et vous l'abandonnez, au lieu de venir lui faire compagnie, la désennuyer par ces petits contes de votre façon où vous mêlez tant d'agréments. »« Ah, madame, » reprit modestement l'abbé. « Ah, monsieur, » reprit vivement la baronne, « ne vous défendez pas d'avoir de l'esprit, d'être aimable. Vous avez d'autres torts que ceux-là, que vous réparerez s'il vous plaît. En un mot, il s'agit de souper ici et de ne pas quitter madame qu'elle ne soit endormie. Parlez, criez, extravaguez, mais de l'esprit partout. » L'abbé se prête volontiers à la raillerie. Il ne se défendit de rien. On servit le souper, on mangea, le fruit vint et disparut. « Allons, l'abbé, » dit la baronne, « entrez en lice, et surtout ne faiblissez point, le mal est opiniâtre. »« Par où madame souhaite-t-elle que je commence ?» répliqua l'abbé. « Voudriez-vous les nouvelles du jour ?»« Eh fi, l'abbé, nous avons la Gazette. »« Quelle espèce de conte ferais-je ? Vous n'aimez pas les contes libres. »« Pour ceux-là, dit la baronne, ils sont bons, mais ils n'auront pas leur place ici. On a défendu à madame le vin de champagne, les épigrammes, les contes libres et en général tout ce qui réveille le sang. Sans cela, nous avons des brochures nouvelles. Nous les aurions lues. »« Que souhaitent donc ces dames ?» poursuivit l'abbé. « Des naïvetés ? Eh fi, l'abbé, vous les avez pris dans Pitaval. Faites-nous des contes des fées. »« J'obéirai, mesdames, » reprit l'abbé, quoique novice dans le métier que vous me faites faire, métier qui a ses difficultés. Le conte est un genre ridicule, usé, peu intéressant par lui-même, qui ne se soutient que par la nouveauté de l'invention, par la vivacité des images. Il faut que l'esprit y voltige incessamment, sans être suspendu, et l'instruction ne s'y mêle guère, à moins qu'on ne la tire aux cheveux. « Oh !» s'écria la baronne en bâillant de toutes ses forces. « Bravo, l'abbé, bravo ! Nous dormirons bientôt. Continuez sur ce ton-là. »« Comment donc ? Mais c'est un prodige. Voilà assurément une petite préface qui vaut de l'or. Allons, débutez par une réflexion, je les aime. » L'abbé prit ainsi la parole. « Il faudrait bien du talent pour empêcher une mauvaise femme de faire du mal. Un moment, l'abbé.
dit la marquise en l'interrompant. Je ne crois pas votre réflexion naturelle. Hé, marquise, dit la baronne, vous êtes là pour écouter et non pour contredire. La contradiction réveille l'esprit, c'est un poison pour vous. Continuez, mon pauvre abbé, continuez, et contez-nous tout uniment, puisqu'il est décidé que vous n'avez pas le talent des réflexions. Fin de l'origine de ces contes. Enregistré par Ezois, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 1 des Mille et une Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 1. Où l'on verra la naissance de Riante et la jolie personne que c'était que la fée Trois Bosses. Il y avait une fois une dame sans caprice, dont on ne sait pas précisément le nom, mais je crois qu'elle s'appelait Rare. Femme très particulière, aimable sans se piquer de l'être, sans minauderie, sans vapeur, qui ne médit jamais d'une femme plus jolie qu'elle. Par conséquent, femme haïe, car avec tant de vertu, on est toujours incommode. Au moins, mesdames, dit en souriant l'abbé, ce sont des fables que je vous conte. Mais pour revenir à mon héroïne également détestée de la prude et de la coquette, de la galante et de l'insensible, parce que sa conduite faisait le procès à tous les travers, elle fut forcée de se retirer dans un château sur les frontières, où ses vertus ne fissent rougir personne. Elle s'y appliqua à la lecture, et devint femme savante, sans devenir sotte, tant elle était destinée à être singulière. Quoiqu'appliquée à l'étude, elle avait une fille qu'elle élevait avec soin. On la nommait Riante, soit que ce fût à cause d'un sourire spirituel, sans être malin, qui lui était particulier, soit que, comme quelques-uns prétendent, au lieu de pleurer, elle est débutée en venant au monde par un éclat de rire. Les partisans de cette dernière opinion rapportent à ce sujet une anecdote qui ne laisse pas que d'avoir son mérite. Vous savez comme moi que les fées se trouvaient autrefois à la naissance de tous les enfants de condition. C'était une des prérogatives. C'était, si vous le voulez, une des charges de leur état, car l'emploi ne laissait pas d'être pénible. Les enfants des grands ne naissent point privilégiés. Elles se trouvaient là fort à propos pour rectifier la nature, pour douer de beauté ceux qui ne l'avaient pas, y ajouter des grâces qui en font tout le prix, pour réunir les talents qu'on a tant de peine à rassembler, pour y joindre la modestie, qui est presque incompatible, enfin, pour faire quantité de choses excellentes, et qu'on ne voit plus depuis qu'on s'est avisé, je ne sais pourquoi, de supprimer les fées. Les fées présidèrent donc à la naissance de Riante, mais elles eurent peu de choses à faire. Jamais personne ne fut plus doué que cette aimable fille. C'était une figure intéressante, un esprit, un cœur, un caractère heureux, un enfant gâté de la nature. Quand elles lui eurent donné le talent de se faire aimer de tout le monde, avantage dont on n'est pas sûr avec tout le mérite possible, elle posséda éminemment tout ce qu'une femme peut posséder de mérite. C'est tandis qu'elle la considérait avec attention que l'éclat de rire lui échappa. Un éclat de rire dans un enfant qui naît, c'est une chose surprenante. Elles y soupçonnèrent du mystère, et il y en avait en effet, soit instinct, soit un peu de raison, car Riante était précoce. Elle n'avait pari sans un violent sujet. Il se passait alors dans le tuyau de la cheminée une scène assez risible qu'elle avait apparemment devinée. Il en sortait des hurlements affreux. Une femme de chambre de Rare alla pour voir d'où ils provenaient, mais il lui tomba dans les yeux une grande quantité de suie et une certaine humidité dont l'odeur n'était pas favorable, et c'est tout ce que lui valut sa curiosité. La fée Lirette, qui était de l'assemblée, s'approcha ensuite pour regarder, et fut bientôt au fait du mystère. Imaginez sa surprise quand elle reconnut la fée Trois Bosses, son ennemie, qui était prise dans le tuyau de la cheminée et qui s'efforçait inutilement d'en sortir. « Ah, et que faites-vous là, notre chère ?» lui dit-elle. « Pour le coup, nous vous tenons, et vous nous laisserez des gages. Vous ne sortirez pas d'ici que vous ne m'ayez remis votre baguette. »« Ma baguette ?»
reprit Trois Bosses. Je vais te l'apporter dans le moment, attends-moi. En disant cela, elle tâchait de se dégager. Mais par les charmes de Lirette, la cheminée se rétrécissait si fort que la malheureuse Trois Bosses allait être entièrement aplatie si elle n'eût pris le parti de laisser tomber sa baguette. Lirette la ramassa et la donna à Riante. On l'attacha à son col comme un hochet. Tant qu'elle aurait cette baguette, elle ne devait craindre aucune mauvaise aventure, mais qu'elle se gardât bien de la perdre. Après cette courte instruction, Lirette se retira. Le reste des fées la suivit. Je vois, mesdames, que vous êtes impatientes de savoir quelle sorte d'ébat prenait la fée Trois Bosses dans le tuyau de la cheminée. C'était une petite sorcière mal faite, qui avait en effet 3 bosses. Imaginez où elle portait la 3e. Son esprit était aussi contrefait que sa taille, et son âme aussi noire que son visage, qui n'était néanmoins pas mal noir. Comme elle était ennemie de Lirette, quand celle-ci faisait des dons à des enfants de qualité, elle s'y trouvait toujours pour jeter quelque mauvais présent à la traverse. De là vient qu'avec tant de précautions pour les rendre parfaits, il se trouvait souvent l'être si peu. Trois Bosses, informée des couches de rare, accourent à Califourchon sur le premier diable qu'elle trouve pour donner un plat de son métier. On s'attendait bien qu'elle ne demeurerait pas tranquille. On avait fermé toutes les portes hermétiquement même, mais le tuyau de la cheminée restait ouvert, et la maligne fée s'en aperçut. Tant il est vrai que les amis sont moins prévoyants que les ennemis ne sont dangereux. Heureusement pour Rare et pour sa fille, la rage de mal faire aveugla Trois Bosses. Le tuyau de la cheminée était étroit. Elle s'y précipita sans réflexion. Mais elle eut beau mettre bosse de ça et bosse de là, elle demeura suspendue. Elle fit des grimaces épouvantables, car il est aisé d'en faire quand on est laid. Elle épuisa ce qu'elle savait d'imprécations du haut style. Elle cria, elle tempêta, elle remua ses bras courts, ses pieds tordus. Mais tout ce vacarme ne servit qu'à instruire les fées de la vérité du fait. On veut encore que cela ait donné lieu aux éclats de rire qui échappèrent à Riante. Dès que Trois Bosses eut laissé tomber sa baguette, la cheminée, se rélargissant peu à peu, lui laissa le moyen de s'échapper. Elle s'en alla honteuse comme on l'est quand on a voulu mal faire et qu'on a manqué son coup. Mais pénétrée de la plus terrible colère qu'elle eût jamais ressentie, elle ne roulait dans sa tête qu'enlèvement, meurtre, vengeance, projet d'enchantement terrible, mais vain. Car que pouvait-elle sans sa baguette? Riante, cependant, croissait insensiblement. On voyait peu à peu épanouir sur son visage ces grâces touchantes qui devaient être le charme de tous les cœurs. Je ne parle pas des cœurs femelles. Ils pouvaient être déjà susceptibles de jalousie, quoique dans ces temps de simplicité, cette passion n'eût pas fait les progrès qu'elle a fait depuis. Je ne vous ai point encore dit quels étaient le pays et le peuple parmi lequel vivaient Rare et sa fille. J'y vais revenir par une petite digression. N'attendez pas de moi que je vous apprenne l'air, les gires, le moment, l'aspect de leur naissance. Je suis mauvais chronologiste, et encore plus mauvais astronome. Elles ont vécu il y a fort longtemps. C'est ce que j'en sais. La France était leur patrie. Mais elle était pour lors encore toute gauloise. On y voyait des hospices pêle-mêle avec des druides. Nos bons aïeux grossiers, sentencieux, massifs, avec leurs grandes barbes, leurs cheveux plats, leurs plats visages, n'avaient encore que le sens commun. Se fussent-ils doutés qu'ils seraient les pères d'une nation jolie, légère, maniérée, polie? Eussent-ils cru ces gens à grands caleçons les prodigieuses révolutions des modes, tout ce que la bizarrerie devait introduire de variété dans les coiffures, sur les visages, et le mépris où tomberait le bon sens? Non, sans doute. Ce sont là des coups du destin. Il n'est pas permis de s'y attendre. Comme les dames commençaient à sentir les premières approches du sommeil à cet endroit du conte de l'abbé, il se retira dans le dessein de le continuer les jours suivants. Fin du chapitre 1, enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 2 des 1001 Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public.
Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 2. Éducation de Riante, précautions inutiles. Riante habitait un petit appartement que lui avait bâti la fée Lirette. Il n'était ni de diamant ni de lapis. C'était bien assez qu'il fût de porcelaine et qu'il fût commode. Aucun homme n'en approchait par les soins de Rare. Elle se défiait du cœur de sa fille. Car ce sont les cœurs les mieux faits qui sont les plus tendres. Elle ne voulait pas qu'elle sentît l'amour avant que de le connaître. D'ailleurs, certains présages l'engageaient encore plus à se tenir sur ses gardes. Lirette avait vu dans les astres que Riante, pour être heureuse, devait n'avoir point vu d'homme à 14 ans. Pour distraire cette belle d'une connaissance qui pouvait lui devenir dangereuse, on avait rassemblé dans son palais tous ces bijoux qui font le charme de l'enfance et ce qui peut enfin remplir le vide d'un cœur qui n'a pas aimé. Car s'il a aimé, ce sont autant de joujoux perdus. Riante, qui ne connaissait d'amusement que ceux qu'on lui offrait, s'en occupa d'abord avec vivacité. Mais l'âge vient enfin, et avec lui les inquiétudes et les désirs, on ne sait comment, avec quelque attention qu'on dérobât à cette belle la connaissance qu'il y eut des hommes au monde, il était impossible de ne pas parler d'eux devant elle, ou il eût fallu ne parler de rien, car ils viennent naturellement à toutes les conversations des femmes. Enfin ce mot qu'elle avait ouï répéter tant de fois piqua sa curiosité. « Mais qu'est-ce donc que ces hommes ?» demanda-t-elle à ses femmes. D'abord on ne lui répondit rien. C'était le vrai moyen de faire réitérer la question. Mais ces instances ne produisirent aucun effet. « Vraiment oui, reprirent les femmes, on vous dira ce que c'est que des hommes. Madame votre mère ne veut pas que vous le sachiez. Voilà bien le caractère des gouvernantes. Ne peuvent-elles satisfaire la curiosité d'un enfant ? Elles l'irritent. « Ah, qu'est-ce donc qu'un homme ?» s'écria Riante en s'allant jeter au col de sa mère. La question devenait embarrassante, d'autant qu'elle n'était pas prévue. « C'est, répondit Rare, une personne dont les occupations sont différentes des nôtres. »« Et qu'est-ce que les occupations des hommes ?» répondit Riante. Nouvel embarras pour la mère. Elle lui fit entendre le mieux qu'elle put combien il y avait de différents états, en lâchant sur chacun le trait de satire. Pour prévenir sa fille contre le penchant à venir, elle lui insinua que le guerrier était féroce, sanguinaire, le magistrat farouche, ennuyeux. Elle n'épargna pas même les abbés. « Ah, l'abbé » interrompit la marquise. « De grâce, qu'en dit-elle » ? « Bon, madame, répliqua l'abbé, ce qu'elle en dit était nouveau dans ce temps-là, et ne le serait pas aujourd'hui. Épargnez-moi un acte de modestie qui ne vous apprendrait rien que vous ne sussiez déjà. Contentez-vous de savoir que Rare parvint si bien à dégoûter sa fille de la fantaisie de connaître les hommes qu'il n'en fut plus reparlé depuis. Il fallait néanmoins que la haine que Riante conçut pour notre espèce ne fût pas bien forte, puisqu'un instant la détruisit. On fut étrangement surpris un jour qu'on cherchait cette belle de ne la plus trouver dans le palais. Combien Rare se reprocha-t-elle alors sa négligence. Elle avait vu les 14 ans prescrits par Lirette s'écouler presque tous entiers sans qu'il fût arrivé aucun accident à sa fille. Depuis quelque temps, elle l'observait avec moins d'exactitude. C'était par sa faute qu'elle avait perdu son trésor. Lirette vint dans la circonstance qui augmenta le trouble par l'aigreur de ses reproches. Elle épargna la mère qui était assez à plaindre, mais elle tança sèchement les gouvernantes. « Sans doute, leur dit-elle, on a laissé introduire ici quelques jeunes hommes. » Puis elle leur fit entendre combien leur désintéressement lui était suspect. Mais comme ce vacarme de la fée ne remédiait à rien, il fallut prendre un parti plus utile. Ce fut celui de consulter les astres. Mais on n'est jamais malheureux à demi. La lune fut obscurcie 4 jours de suite, de manière que le désespoir de Rare et l'impatience de Lirette, ne leur permettant pas d'attendre plus longtemps, c'est au grimoire même qu'elles eurent recours.
Voici ce qu'elles y lurent mot à mot. Le trait partait de la main de Trois Bosses, dont vous aurez sans doute trouvé que la haine se reposait bien longtemps, mais c'était faute de puissance et non de mauvaise volonté. Privée qu'elle était de sa baguette, elle était presque réduite à l'état d'une simple mortelle, à un peu plus de malice près, car jamais elle n'avait travaillé pour acquérir aucune de ces connaissances qui mettent les fées en état de commander à la nature. Le dépit seul lui fit faire ce que jamais l'ambition ni l'honneur ne lui avaient fait tenter. Elle s'enferma dans sa caverne et s'occupa à chercher un secret qui pût l'aider dans sa vengeance. Il fallait que cela souffrît quelque difficulté, car 14 ans s'écoulèrent presque avant qu'elle vînt à bout de son dessein. Enfin, elle parvint à faire un talisman qui lui donnait le pouvoir de prendre la forme qui lui plairait et de se transporter dans un moment d'un bout de l'univers à l'autre. Secret d'une petite conséquence dans l'art de féerie où il y en a tant, mais qui devenait terrible entre les mains d'une femme dont le cœur et l'esprit étaient si dangereux. Dès qu'elle fut en état de nuire, elle se rendit en un clin d'œil au petit palais qu'habitait Riante, invisible, et cherchant sans cesse le moment où cette belle serait seule pour l'aborder. L'occasion ne tarda pas à naître. Fatiguée d'une promenade qu'elle venait de faire, Riante dormait sous un berceau de jasmin. La maligne fée vint s'asseoir auprès d'elle en attendant que son sommeil finît. « Je crois, mesdames, avoir négligé de vous dire que la baguette de Riante ne pouvait lui être enlevée sans son consentement. Sans cela, il ne serait pas probable que son ennemi eût attendu, les bras croisés, qu'elle fût éveillée. Seulement elle préparait les pièges qu'elle allait lui dresser, et pour les rendre plus dangereux, au lieu de la forme hideuse que vous lui connaissez, elle prit la figure du plus charmant, mais du plus traître de tous les dieux. Dieu que vous connaissez sans doute, et qui le connaîtrait mieux que vous, si ce n'est ceux à qui vous le faites sentir. Fin du chapitre 2, enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 3 des 1001 Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 Fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 3. Ce que Riante vit à son réveil et comme elle apprit à rêver. La fée était sous ce charmant attirail lorsque la belle ouvrit les yeux. Vous comprenez facilement la surprise de Riante à la vue d'un objet si nouveau. Son premier mouvement fut de se croire encore endormie. Elle porta la main à ses yeux pour les aider à s'ouvrir. Alors la fée prit la parole. « Vous êtes éveillée, belle Riante. Vous êtes surprise de me voir. »« Et qui êtes-vous » dit innocemment la belle. « Je suis l'amour, » répondit la fée. « L'amour » reprit Riante. « Vous avez là un joli nom. Ah, vous avez des ailes. D'où cela vous vient-il? Que cela est charmant, des ailes couleur de rose. Il faut que maman m'en donne. Mais vous êtes nue, cela n'est pas bien. Et qui vous a conduite ici? Le plaisir de vous voir, répondit la fée. Je traversais les airs, car ces ailes que vous me voyez me servent à voler. Je vous ai vue en passant. Je vous ai trouvée si charmante que je n'ai pu me refuser au plaisir de m'arrêter auprès de vous. Mais est-il bien vrai qu'on ne vous ait jamais parlé de moi? Que vous ne me connaissiez point? Point du tout, reprit Riante. On vous laisse là dans une ignorance bien cruelle, poursuivit la fée. Imaginez-vous que l'on n'est heureux que quand on me connaît. Je gagerais que vous vous ennuyez quelquefois. Cela est vrai, répondit Riante. Eh bien, laissez faire, lui dit la fée. Écoutez-moi, et vous ne vous ennuierez jamais. Votre mère, vos gouvernantes ne vous ont-elles jamais parlé des hommes? Qui? Reprit vivement Riante. Ces vilains hommes? Qu'appelez-vous vilains hommes? Interrompit la fée. On vous a donc inspiré un furieux dégoût pour eux? Quelle imbécillité!
apprenez, ma belle, qu'on vous trompe cruellement. Je le vois, votre mère nourrie et élevée dans les principes d'une vertu sauvage qui ne se plaît qu'à contrarier la nature, vous a fait sucer avec le lait une haine injuste pour tout le genre humain. Mais savez-vous que ces mêmes hommes, dont elle vous a fait des portraits si odieux, s'empresseraient à faire le bonheur de votre vie si vous ne les fuyiez pas comme vous le faites? Ce seraient des esclaves soumis qui n'auraient d'autre volonté que les vôtres, qui ne verraient que vous, qui ne respireraient que par vous, qui mourraient où vous ne seriez pas. Et n'allez pas les croire indignes de votre attachement. Vous êtes belle, Riante. Il est presque impossible de ne pas convenir que vous ne soyez pour l'esprit, pour le cœur, la plus parfaite des créatures. Il est néanmoins un homme au monde qui ne vous est inférieur en rien, qui vous aime, c'est peu dire, qui vous adore. Et qu'est-ce que cela fait? Poursuivit Riante. Ce que cela fait, répondit la fée, c'est que si vous vouliez souffrir qu'il vînt vous dire combien il vous aime. Est-ce que cela me fera du mal? Reprit Riante. Tant s'en faut, répliqua la fée. Il naîtra entre vous une sympathie douce qui vous fera goûter des plaisirs inexprimables. Tenez, je vois que vous êtes ému. Je gagerais que vous sentez au-dedans de vous un mouvement extraordinaire qui vous fait plaisir. Ah, ma chère Riante, que vous en éprouveriez bien d'autres. Pour commencer à vous rendre heureuse, je vais vous montrer le portrait de votre amant. Qu'est-ce que c'est que mon amant? Demanda Riante. Rien n'est si naturel, répondit la fée. C'est celui qui vous aimera et que vous aimerez. N'aurons-nous, dit la belle, que le plaisir de nous aimer? C'est que, je vous avouerai que mes gouvernantes me disent qu'elles m'aiment. Je leur dis que je les aime aussi. Mais cela ne m'amuse pas beaucoup. Eh bien, ceci vous amusera-t-il? Dit la fée en lui montrant un portrait. Dites-moi votre sentiment. Ce portrait, mesdames, était celui d'un jeune chevalier extrêmement aimable que la fée avait choisi pour son dessein. Il fit son effet, ou plutôt cette sympathie qui dispose des cœurs en un moment agit sur celui de la jeune Riante. Ah, que cela est charmant! S'écria-t-elle. Eh bien, répondit la fée, si vous voulez ne rien dire à votre mère, demain venez dormir ici l'après-dîner. J'y transporterai l'original de ce portrait. Vous êtes bien obligeante, dit Riante. Je ne fais que suivre mon inclination, reprit le faux amour. Je suis le dieu des amants. Je ne cherche qu'à assortir les cœurs. Comment? dit Riante. Vous êtes un dieu, et vous vous donnez tant de peine pour moi? L'emploi le plus noble des dieux, reprit Trois-Bosses, c'est de se mêler du bonheur des mortels comme vous. Songez seulement à ne rien dire de tout ce que vous venez d'entendre, et à me tenir parole. À ce mot, la fée s'envola. La belle la suivit longtemps des yeux, puis retourna à son petit palais, bien plus rêveuse qu'elle n'en était sortie. Les gouvernantes voulurent pénétrer son secret, mais elles s'employèrent vainement. Rien ne donne tant de discrétion qu'un peu d'amour. La belle s'obstina et se tut. On voulut la distraire, on fit des jeux, on en inventa. C'est même sur ces entrefaites que le jeu de loi fut renouvelé des Grecs. Je ne puis m'empêcher de rapporter cette époque. On n'y avait pas joué depuis le siège de Troie. Jugez, mesdames, si cela devait être amusant. Néanmoins, Riante n'y fit aucune attention. Il fallait que l'amour eût déjà gagné bien du terrain. Il me semble qu'il ne serait pas hors de propos de répandre quelques lumières sur l'histoire du portrait. C'était, je l'ai déjà dit, le portrait d'un chevalier fort aimable. N'importe de quelle contrée. Quand Trois-Bosses avait montré ce portrait à Riante, elle en avait avec elle 3 douzaines, résolue d'en montrer jusqu'à ce qu'il y en eût un qui fit son effet. Elle n'eut pas la peine de faire un plus long étalage. Dès que Riante eut vu Gracieux, c'était le nom du chevalier, elle ne fut plus en état d'en voir d'autres. La fée, contente de son essai, se transporta auprès du chevalier pour l'engager à être de moitié d'une intrigue dont elle faisait dépendre la réussite de ses projets. Il était à la chasse.
C'était son occupation favorite. La fée épia le moment où il venait de blesser un oiseau d'un coup de flèche. Elle ramassa l'oiseau à la place duquel elle mit le portrait de Riante. À cette trouvaille imprévue, la surprise du beau chasseur alla où elle put aller. Il avait les passions vives. Il en reçut une extraordinaire pour l'original d'un si beau portrait. Il s'assit pour le regarder à son aise. Il était pénétré. Il tressaillait d'étonnement et de plaisir. Tandis qu'il était dans le fort de son admiration, Trois Bosses s'apparut à lui, non sous sa forme ordinaire, car, amour-propre à part, depuis qu'elle en pouvait changer, la sienne était de toutes les figures celle qu'elle portait le plus rarement et avec le moins de complaisance. Vous voyez qu'il est quelque modestie dans le monde. Elle se présenta donc au chasseur sous une forme majestueuse. Fin du chapitre 3. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 4 des Mille et une Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 4. Comment Trois Bosses tendit ses panneaux, et comment ils lui réussirent. L'apparition de la fée ne flatta pas d'abord le chasseur. Non qu'il fût timide, mais cela lui donnait des distractions qu'il n'était pas dans le cas de souhaiter. « Je suis, lui dit Trois Bosses, une fée bienfaisante. »« Ah, tant mieux, lui dit-il, vous venez fort à propos. Sauriez-vous qui est cette belle personne dont je tiens le portrait ? C'est, reprit la fée, quelqu'un qui vous aimera tendrement. »« Moi ? dit Gracieux. Et où avez-vous lu cela ? » ?»« Je le sais, répliqua-t-elle. Je sais même quelque chose de plus. C'est qu'il ne tiendra qu'à vous d'être heureux. Mais il faut suivre mes conseils. »« Comment ? Les suivre ? dit Gracieux. J'irais au centre de la terre. »« Il ne faudra pas aller jusque-là, répondit la fée. Je m'appelle la fée Trobonne. Il y a longtemps que je m'intéresse à votre bonheur, et même si vivement, que je vous ai déjà ménagé un rendez-vous avec la belle que vous aimez. Mais soyez sage et discret. Un rien peut vous perdre. »« Un rendez-vous ? reprit Gracieux. Ah, quand sera-ce, madame ? Écoutez, répondit la fée, un mot que j'ai à vous dire, et nous partons. Il faut bien vous prévenir sur ce que vous devez faire. »« Ah !» s'écria-t-il, de grâce, madame, fiez-vous-en à ma conduite. Où faut-il aller ? » ?»« Mais quelle pétulance !» dit la fée. « Vous gâteriez tout. Songez que la belle dont le cœur vous est destiné est sous les yeux d'une mère bizarre, misanthrope, qui déteste foncièrement le genre humain. Si vous êtes aperçu, vous perdez en un moment le fruit de mes bontés, l'espérance d'être heureux et la vie. Je veillerai autour de vous pour écarter les dangers qui pourraient naître. »« Ah, que de bonté, madame !» s'écria Gracieux. « Non, je donnerai tout le reste de ma vie à la reconnaissance. Mais permettez que je donne quelques moments à l'amour. » La fée se rendit à ses instances et le transporta sous le berceau de jasmin, où Riante s'était déjà rendue. Dès qu'ils s'aperçurent, la conversation s'anima. Quoiqu'ils ne se fussent jamais vus, ils avaient bien des choses à se dire. Mais comme ils parlaient tous deux à la fois, et que je ne les ai pas entendus, dispensez-moi de rien répéter. D'ailleurs, les sentiments ne se peignent pas. Riante appela Gracieux son amant. Il en fut transporté de joie. Il se jeta à ses genoux, lui baisa les mains, la rebaisa encore. Elle n'en fut point fâchée. Elle ne lui dit point de se retirer. C'est ce qui fait douter si la pudeur est fille de la nature ou de l'éducation. Au milieu de tous ces transports, si bien reçus et même partagés, quand après s'être dit beaucoup, ses amants avaient encore tout à se dire, la fée enleva inhumainement le chevalier. « Hé, où m'emportez-vous, madame ? lui dit-il. Que ne me laissiez-vous où j'étais ? Ou pourquoi m'y conduisiez-vous ? Seigneur, lui répondit la fée,
je faisais le guet à l'œil auprès du berceau où vous étiez. J'ai vu que quelqu'un s'en approchait. J'ai craint que vous ne fussiez découvert. Il y va de la perte de l'objet de votre amour. Car je ne vous parle pas de la vôtre, elle vous toucherait peu. Accordez-moi votre confiance. Abandonnez-vous à ma conduite. Demain, vous reverrez l'aimable Riante. Je reverrai Riante dit Gracieux. Ah, madame, me tiendrez-vous parole? Ne sera-ce que demain? Songez que je me meurs. Il faut néanmoins vivre, reprit la fée. À ce propos, qui n'est pas trop consolant, si l'on veut, Gracieux entendit raison du mieux qu'il put. Le lendemain, Trois-Bosses lui tint parole. Riante, qui par pressentiment s'était rendue au berceau de Jasmin, vit son amant avec transport. Mais à peine eut-il le temps de lui dire par quels moyens, pourquoi et comment il l'avait quitté la veille, que la fée les sépara. Ah lui dit Gracieux, pour le coup, madame, cela est cruel. À peine l'ai-je entrevu. Eh bien, seigneur, je vais vous y conduire, reprit la fée. La mère de Riante vous découvrira. On vous séparera pour toujours. Gracieux, après cette réponse, fut contraint d'en rester sur son désespoir. La méchante fée goûtait secrètement une maligne joie. Elle voyait approcher le temps de sa vengeance et mettait à profit les intervalles en commençant de faire insensiblement le malheur de l'innocent objet de sa haine. Pour comprendre quelque chose dans la conduite bizarre qu'elle tenait, il faut savoir que son dessein était d'enflammer les deux amants l'un pour l'autre de telle façon qu'ils fussent dans le cas de ne se plus reconnaître. À peine lui restait-il 8 jours pour conduire à fin cette intrigue. Elle faisait en sorte que, se voyant si peu, il ne s'expliquait sur rien et se souhaitait sans cesse. On sait combien les désirs s'irritent dans de telles circonstances. Il fallait que Trois-Bosses ne fût pas ignorante dans l'art d'amener en peu de temps une passion à un honnête point de maturité. Déjà pour la 6e fois, elle avait conduit Gracieux au rendez-vous, et l'en avait tiré aussi mal à propos qu'il se puisse. Eh bien, vous voilà, madame, lui dit-il, dès qu'il put parler. Il semble que vous soyez jalouse du bonheur dont vous nous faites jouir. Accordez-vous avec vous-même, ou retranchez-moi ces bontés cruelles qui ne font qu'augmenter mon malheur et me laisser mourir. Ou s'il est possible, souffrez que je devienne heureux. Que vous êtes injuste, Seigneur, reprit l'hypocrite d'un ton compatissant. Ignorez-vous combien ces prétendues cruautés vous sont salutaires? Mais vous exigez une dernière preuve du penchant que j'ai à vous servir. Il faut vous la donner. Vous pouvez être sans cesse auprès de Riante. Je le pourrais? S'écria Gracieux. Oui, vous le pourriez, répondit la fée, puisqu'il dépend d'elle que cela soit. Oh, si cela est, reprit-il, je suis sûr de mon fait. Vous avez, répliqua la fée, trop de vanité pour un amant délicat. Apprenez à quel prix vous pouvez être heureux. Riante possède une baguette qui rend invisibles ceux qui la tiennent dans la main gauche. Qu'elle vous la donne, vous serez sans cesse auprès d'elle, sans qu'on vous voie, sans même qu'on vous soupçonne. Mais Riante se dessaisira difficilement de ce trésor. Le bonheur de sa vie en dépend. On lui a défendu de le confier à qui que ce soit. Après tout, vous n'abuserez pas de la confiance? Oh, partons, dit Gracieux. Riante peut compter. À ces mots, la fée, qui se doutait de ce que Gracieux allait dire, le transporta, sans l'entendre, au berceau de Jasmin. Enfin, aimable Riante, dit Gracieux en s'avançant, il me serait donc permis de passer ma vie auprès de vous. Quoi? Cela serait possible? dit Riante. Oui, cela l'est, répondit-il. La fée qui nous protège m'en assure. Il ne vous en coûtera qu'un peu de confiance. Le ciel m'est témoin combien je serais au désespoir de la trahir. Hélas, je me trahirais moi-même. La baguette que vous portez peut me rendre invisible à tous les yeux. Ah, Gracieux, reprit Riante, c'est un conte que vous me faites? Ce n'en est pas un, reprit Gracieux. L'essai va vous en répondre. Prenez cette baguette de la main gauche. La belle obéit. Non, dit Gracieux, je ne vous vois point. Et en effet, il ne la voyait point.
Notez, mesdames, que la fée lui avait fasciné les yeux. Ce n'est là qu'un tour de gibecière. Se pourrait-il, dit Riante, que ma baguette eût cette vertu? Hélas, on m'avait bien dit de la conserver, que le bonheur de ma vie en dépendait, puisque je ne peux vous voir sans elle. En disant cela, la belle se défaisit de sa baguette, tant il est vrai que l'amour ne sait rien refuser. Bientôt la scène changea de face. Trois-Bosses arracha la baguette des mains de Gracieux et les transporta dans les airs. Elle reprit sa figure ordinaire. C'est la première mauvaise nouvelle qu'elle leur annonça. Son aspect les glaça d'effroi. « Reconnais ton ennemi, dit-elle à Riante. Insensé. Aurais-je donc travaillé pour ton bonheur? Va, suis-moi, tes disgrâces ne font que commencer. Et toi, dit-elle à Gracieux, malheureux jeune homme, éloigne-toi de ma vue. Je t'ai fait assez de mal en te mettant une passion inutile dans le cœur. Je suis contente de moi. En disant ces mots, elle s'abattit sur la terre, et le laissant dans un pays inconnu, elle s'éloigna avec sa proie de toute la vitesse des esprits qui la portaient. Le joli petit caractère de femme. Y en aurait-il des copies? Fin du chapitre 4. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 5 des 1001 fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 5. Où la fée Lirette trouva Gracieux, ce qu'elle lui dit, ce qu'il répondit, ce qu'elle reprit, ce qu'il répliqua, ce qu'il fit. Quand Rare apprit en quelles mains sa fille était tombée, son désespoir n'eut plus de bornes. Il s'agissait pour elle de la perte d'un enfant chéri, objet unique de ses soins, de ses complaisances. Encore quelle façon de la perdre! La philosophie n'eut rien à dire à cela. Il faut qu'elle se taise quand le sang parle. « Ah, Lirette, Lirette !» disait Rare à sa protectrice. « Imaginez s'il se peut ce que je sens. Pouvez-vous m'aider dans mes malheurs? Ne me déguisez rien, n'épargnez rien. Est-il des risques à courir? C'est sur moi qu'ils retomberont tous. J'irai partout, j'affronterai tout. Hélas, que ne ferais-je pas pour délivrer ma fille? Mais vous ne me répondez rien. N'ai-je donc plus d'espoir? Ah, malheureuse mère! Calmez-vous, madame, lui répondit Lirette. Rien n'est encore désespéré. L'amour qui vous a ravi votre fille ne peut-il pas vous la rendre? Il ne s'agit que de trouver Gracieux, de l'engager à délivrer son amante. Reposez-vous de ce soin sur moi, et tranquillisez-vous s'il est possible. À ces mots, Rare concevant un léger rayon d'espoir, se remit un peu, et Lirette, montant sur son char, courut chercher le chevalier dans les 4 parties du monde. Vous croiriez sans doute qu'il était bien difficile à rencontrer. Pas tant que vous l'imagineriez, mesdames. Il est des règles sûres pour trouver les amants malheureux. Il leur faut toujours des échos à qui parler. Les voilà dès lors même nécessairement exilés de tout le plat pays. Suivant ce principe, Lirette, en parcourant les montagnes, aperçut enfin le beau chasseur qui rêvait profondément au bord d'une fontaine. Il tenait à la main un papier qu'il lisait avec tant d'attention qu'il ne voyait pas encore la fée, quoiqu'elle fût déjà devant lui depuis longtemps. Enfin, elle prit le parti de lui parler. « Gracieux, lui dit-elle, je suis une fée de vos amis. »« Une fée ?» reprit-il. « Eh bien, maudite soyez-vous, vous et toute votre race. Gracieux, répliqua la fée. Il faut savoir maudire avec discernement et distinguer les amis des ennemis. C'est-à-dire, reprit brusquement le chevalier, que vous venez de nouveau vous divertir à mes dépens. Tenez, madame, vous prenez la figure qu'il vous plaît, c'est à vous à qui je dois le malheur de ma vie. Je vous reconnais à votre ton doucereux. Retirez-vous, ne me forcez pas à vous manquer de respect. Je n'ai pour toutes armes ici que des pierres sous mes mains, mais je m'en sers à merveille, et vous pourriez vous en sentir, toute puissante que vous êtes. Gracieux, reprit encore une fois la fée,
Votre défiance ne m'offense pas, parce que je compte que bientôt vous changerez de langage avec moi. Je sais la manœuvre indigne dont s'est servie une de mes compagnes pour vous plonger dans le malheur où vous êtes. Je viens vous témoigner la compassion que vous me faites. Mais ce n'est pas une compassion feinte et stérile. Je viens vous engager à délivrer Riante et vous en faciliter les moyens. Ce discours de la fée fit sur Gracieux l'effet qu'elle en attendait. Un amant ne saurait se refuser à l'espérance. « Ah, madame, dit-il, en embrassant les genoux de Lirette, que ne vous devrais-je pas? Levez-vous, lui dit la fée. Ne perdez pas ici votre temps en transports inutiles. Mais quel est ce papier que vous lisiez avec tant d'attention? Je vous avouerai, madame, répliqua-t-il, que depuis le moment où l'on m'a si cruellement séparé de Riante, ne comptant sur aucun secours, je ne me suis occupé que des moyens de la recouvrer. On parle dans ces cantons d'un homme qui rend des oracles. J'ai été à lui. Et que vous a-t-il dit? Interrompit la fée. Il m'a conseillé, poursuivit Gracieux, de me rendre au marché de la ville prochaine, les doigts dans mes oreilles, de les ouvrir et fermer 6 fois à temps égaux, en observant les intervalles, et de recueillir ce que j'entendrais. Je l'ai recueilli, je le lisais, je n'y comprends rien. Mais vous, madame, qui savez tout, expliquez-le-moi, je vous prie. Toe, gi, farenum, coq, ter. Que cela veut-il dire? Rien du tout, reprit la fée. Et avez-vous payé chèrement cet oracle? 3 pièces d'or, répliqua Gracieux. Et quand concluriez-vous? Qu'on vous en a donné pour votre argent, dit la fée. Ah, je vous assure, madame, s'écria le chevalier, que le marchand d'oracles n'aura les oreilles coupées que de ma façon. Voilà, reprit la fée, un courroux déplacé, comme si vous n'aviez rien de mieux à faire. Mais le temps se perd. Vous sentez-vous bien du courage? Si je m'en sens, madame? Oh, je ne doute pas que vous ne soyez content de vous. Vous êtes d'âge et de profession à cela. Mais il s'agit ici de choses si sérieuses que c'est à vous de vous examiner. Pour retrouver l'aimable Riante, il ne faut pas vous arrêter un seul moment. Quelque danger qui se présente, quelque besoin que vous ayez de repos, quelque faim, quelque soif que vous ressentiez. N'est-ce que cela, madame? Interrompit Gracieux. Ah, reprit la fée, si cela vous semble peu de chose, c'est tant mieux pour nos projets. Vous pouvez partir dans le moment. Je vais pourvoir à votre équipage. En disant cela, la fée frappa la terre de sa baguette. Il en sortit un cheval harnaché. Tenez, lui dit-elle, prenez cette monture de ma main, elle est infatigable. Songez seulement à vous maintenir dans les périls où elle pourrait vous engager, même sans votre aveu. À peine le cheval eut-il paru, que Gracieux, sautant légèrement en selle, prit congé de la fée, et partit même sans savoir où il allait. Heureusement pour lui, le cheval fée savait sa route. Le chevalier ne fit que plus de 3 heures après son départ la réflexion qu'il avait manqué à demander où il devait aller. Question qui ne laissait pas d'être essentielle. Mais ne s'apercevant de son étourderie que lorsqu'il n'y avait plus de remède, il prit dans ces circonstances le parti le plus court. Ce fut celui de se recommander à l'amour qu'il servait si bien. Fin du chapitre 5. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 6 des 1001 Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 Fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 6. Comment le chevalier acquit de la gloire à grand marché et du profit qui lui en vint. Le commencement de la route de notre voyageur n'eut rien que de commun. Il suivait un chemin fort fréquenté, mais la nuit venant à tomber, il commença à s'apercevoir que sa façon de voyager n'était pas des plus commodes. Il était en effet une manière de chevalier errant d'une espèce assez singulière. Encore les autres pouvaient-ils entrer dans quelque château, dormir à l'ombre des forêts. Lui ne pouvait s'arrêter nulle part.
tellement que sur le soir, la faim venant à le presser, il ne laissa pas de regretter certains fruits sauvages qu'il avait trouvés sur sa route et dédaignés par délicatesse apparemment. Il resta donc sur son appétit jusqu'au lendemain, qu'il sut moins difficile. Je crois qu'il serait aussi inutile qu'ennuyeux de vous détailler les petites incommodités qu'il essuya. D'abord la rosée du matin, le chaud de l'après-midi, le serein, et quelquefois la pluie de la nuit. Il n'eût pas aimé fortement si ces sortes de choses eussent fait impression sur lui. Mais voici des disgrâces de plus de conséquence. Infatigable, c'était le nom de son cheval, était un animal qui marchait par routine et qui allait toujours son droit chemin. Il n'est roc escarpé qui pût l'arrêter. S'il eût trouvé une maison sur sa route, il se fût guindé sur les toits plutôt que de se détourner. C'était son allure. Il sautait les fossés, franchissait les haies, traversait les fleuves. Il eût passé des bras de mer. Vous jugez bien que quand il trouvait des bois, il se jetait dans le sort. C'est justement ce qui lui arriva le second jour de sa route. Comme il était fait, les ronces ne trouvèrent pas à mordre sur lui. Mais Gracieux ne l'était pas. Il fut inhumainement déchiré, et le sort, pour le régaler encore de quelque chose de pis, le conduisit dans une plaine sablonneuse où tout ce qui se trouva dans l'air de cousins, frelons, maringouins et autres insectes de cette espèce s'acharnèrent impitoyablement sur sa peau. Le lendemain, notre chevalier en eut une bien plus terrible, mais il en fut consolé par la gloire qui en a consolé bien d'autres. Je pense ici, pour vous mettre plus au fait, devoir le prendre d'un peu haut. Deux rois de je ne sais quelle contrée, dont je ne dirai pas le nom, car je hais les anachronismes, et j'en ferai sûrement, je me connais. Deux rois, dis-je, se faisaient la guerre, sur je ne sais quel motif. Il fallait bien qu'il y en eût un, car on ne se fait pas la guerre pour rien. Je ne vois pas où serait le mot pour rire. Ces rois avaient assemblé de puissantes armées. On y voyait ceux qui cultivent les bords de la Garonne, du Tage, de l'Iber, ceux qui se baignent dans le Pactole, ceux qui boivent les gobelins, et ceux chez qui se couche le soleil, et ceux qui le voient toujours en son midi, et l'Américain farouche, et le Normand. Monsieur l'abbé, dit la marquise en l'interrompant, ne pourriez-vous pas nous faire des descriptions moins savantes? Sans contredit, mesdames, reprit l'abbé, cela veut dire qu'il y avait bien du monde dans ces armées-là, qui se trouvèrent sur le chemin que faisait Gracieux. La mêlée était alors dans tout son feu. Le voyageur voulut se détourner, non qu'il craignît les occasions de se signaler, c'est qu'il avait quelque chose de plus pressé à faire. Il essaya de faire prendre une autre route à Infatigable, mais ce bon coursier, qui quand il voulait n'avait ni bouche ni éperon, continua sa route à travers les lances, aussi légèrement que s'il n'eût traversé que des guérets. Il s'enfonce dans les escadrons, renverse de son poitrail à droite et à gauche tout ce qu'il rencontre. Gracieux, de son côté, qui n'avait point d'armes, mais qui savait se comporter dans les occasions, faisait des merveilles à coups de poing. Il ne rencontra point de nez dont il ne fît ruisseler le sang. On lui portait des coups. Il eut même quelques blessures assez légères. Mais sa bonne fortune le tira de tout. Il traversa heureusement l'armée que son passage mit si fort en déroute qu'elle fut taillée en pièces un moment après. Ainsi, le sort d'une bataille fameuse fut décidé par quelques coups de poing donnés à tort et à travers, dont le parti vainqueur s'appliqua tout le mérite. L'action de Gracieux se fit remarquer. Un des chevaliers de l'armée en déroute, de ces gens qui s'éprennent volontiers de la belle gloire, fut tenté de suivre notre héros pour faire connaissance avec lui. Il laissa fuir les siens, à qui apparemment il ne prenait pas grand intérêt, et suivit Gracieux au petit galop de son cheval. « Généreux chevalier, lui dit-il, je suis du parti vaincu, mais je ne saurais me refuser aux belles actions. Vous venez d'en faire une qui mérite un laurier immortel. Quoi, si jeune et sans armes? Ah, permettez que je me joigne à vous pour ne m'en séparer jamais. J'ai quelques vertus, j'ai du zèle. Si mon amitié ne peut vous être agréable, je tâcherai de vous la rendre utile. Chevalier, lui répondit Gracieux, la franchise de votre procédé me touche sensiblement. Mais quand vous me demandez mon amitié, savez-vous quel souhait vous faites?
vous voulez partager ma fortune. Hélas, je n'ai que des malheurs à vous offrir. Eh, qui serais-je, reprit vivement l'inconnu, si m'offrant pour votre ami, je refusais de m'associer à vos malheurs? Non, Seigneur, si vous me permettez de vous suivre, peu m'importe de quel œil la fortune me regarde. Je ne sentirai jamais que les revers qui tomberont sur vous. Mais j'entrevois un bocage frais, j'entends un ruisseau qui murmure. Descendons sous ces ombrages. Avant de faire l'office d'ami, souffrez que je fasse celui de confident. D'ailleurs, vous devez avoir besoin de repos. Ah, vous avez donné les plus horribles coups. Enfin, on ne vous connaît dans l'armée que sous le nom du chevalier des coups de poing. Seigneur, reprit modestement Gracieux, vous faites trop valoir une action très médiocre. Elle m'a fatigué, il est vrai, mais telle est ma destinée, que contre l'ordinaire de tous les hommes, ce n'est que par des fatigues nouvelles que je me délasse des fatigues que j'ai souffertes. Je ne puis prendre aucun repos. Je ne m'en plaindrai pas. Le prix qui m'est proposé est bien au-dessus de tous mes travaux. Je vais vous faire le récit de mes infortunes. Je sais qu'il n'est ni convenable, ni usité, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'usage, de compter chemin faisant ses malheurs. Mais par ce que je vous dirai par la suite, vous verrez que je suis dans l'impuissance de faire autrement. Alors Gracieux, non sans laisser échapper quelques soupirs, fit un détail circonstancié de toute son histoire, que l'inconnu interrompit par quelques exclamations qu'il varia du mieux qu'il put. Eh bien, Seigneur, lui dit Gracieux, dès qu'il eut fini, êtes-vous maintenant curieux de me suivre? Vous semblerait-il doux de passer les jours, les nuits à cheval, de vivre de fruits sauvages, enfin de mener la vie que je mène, vous qui n'y seriez engagé que par le motif de l'estime ou tout au plus d'une amitié naissante? Quoi, Seigneur? Répartit l'inconnu. Douteriez-vous de ma sincérité? L'attachement que je vous voue est dans toute sa force. Je ne sais pas aimer à demi. Mais il est nécessaire, pour vous inspirer la confiance que je mérite, que je vous dise à mon tour qui je suis. Je ne vous demande qu'une grâce. Mon cheval se fatigue. Souffrez que je partage le vôtre. Il est d'une nature à ne pas plier sous un fardeau de plus. Je serai plus près de votre oreille. Je parlerai plus commodément, et vous m'en entendrez mieux. L'inconnu exécuta son projet dans le moment, et commença ainsi son histoire. Fin du chapitre 6, enregistré par Ezois, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 7 des 1001 fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 7. Histoire de Briandor interrompue tout naturellement. Je m'appelle Briandor. Si vous me voyez le teint un peu roussâtre, et il l'avait en effet, c'est que je suis originaire de la Lune. Vous me paraissez surpris. Il ne faut pas me regarder pour cela comme un homme tombé des nues. Je ne suis pas le premier à qui il soit arrivé de passer d'une planète à l'autre. Mais comment cela se fait-il? Demanda Gracieux. Tout naturellement, reprit Briandor. Savez-vous ce que c'est que la gravitation? Non, répondit Gracieux. Je n'en sais pas un mot. C'est quelque chose de fort joli, dit Briandor. Mais il faut trop de temps pour l'expliquer, qu'il vous suffise de savoir que par le moyen de cette vertu, toutes les têtes pleines de cervelle gravitent vers la terre, et toutes celles qui n'en ont point, vers la lune. Vous devez juger par là que ma planète n'est peuplée que de têtes à l'évent. Aussi les habitants sont si légers que leurs pieds ne touchent pas à la lune. Comme ils sont prévenus du danger qu'ils courent s'ils ne se maintiennent pas le cerveau libre, ils pratiquent dès la jeunesse quantité de secrets pour cet effet. Ils ont des livres faits exprès pour cela. On n'en fait même plus d'autres. De la lecture de ces livres, ils passent à des conversations de même espèce. Aussi faut-il convenir qu'il ne leur reste pas l'ombre du sens commun. Dégoûté de tout temps de leur façon de faire et de penser, bien loin de m'appliquer dans ma jeunesse à me vider le cerveau, je mis toute mon attention à le remplir. Je n'étais pas fâché de quitter ma patrie que je n'aimais point, et de graviter vers celle-ci où mon goût m'inclinait déjà. Pour cela j'évitai la compagnie des gens de mon âge,
et fis mes lectures ordinaires des ouvrages d'un homme qui avait gravité un siècle auparavant. Ma tête, en suivant ce régime, s'emplit bientôt de quantité d'humeurs étrangères, de façon que, devenant plus lourde de jour en jour, je fus entraîné vers la terre avec une violence à laquelle il me fut impossible de résister. Je n'eus que le temps de m'envelopper dans mon manteau par un trait de prudence dont je me sus bon gré par la suite, car j'évitai par ce moyen quantité d'influences cathareuses qui m'assaillirent sur le chemin. La lune était à son premier quartier quand je la quittai. Elle peut bien s'être renouvelée 36 fois depuis. Ah, que vous vous ennuyâtes, dit Gracieux. Pourquoi? Reprit Briandor. Le ciel n'est-il pas un pays curieux? D'ailleurs, les profondes études que j'ai faites m'ont rendu sujet à des distractions qui m'épargnent l'ennui de la solitude et même celui des mauvaises compagnies. Ce qui doit vous surprendre, c'est que j'ai passé tout ce temps sans manger. Mais on n'en a aucun besoin dans la moyenne région, soit que l'air y soit peu propre à la digestion, ou nourrissant par lui-même. S'il avait plu à la fée, interrompit de nouveau Gracieux, j'aurais voyagé par ce pays-là. Au moins n'aurais-je fait ni bonne ni mauvaise chère, et je n'aurais pas tant trouvé de ronces sur le chemin. Briandor reprit la parole. J'arrivai à la terre en glissant le long d'un arc-en-ciel couleur de rose, aurore et bleu. Je vous avouerai que ce monde-ci me charma au premier coup d'œil. Ce n'est pas que la lune diffère essentiellement de la terre. On y voit des plaines, des fleuves, des forêts, mais tout y est défiguré. Ici, on se plaît à conserver les beautés de la nature. On se plaît là-haut à les détruire. En un mot, mes compatriotes ont fait de leur lune un théâtre digne d'eux. Le lunatique a le dehors aimable, une vivacité qui plaît et qui prévient. Mais pour vivre avec lui, il faut être aussi frivole qu'il l'est lui-même. S'occuper de bagatelles, changer à propos de rien, de goût, de façon de penser, de sentiments, de caractère, enfin vivre en girouette. Jamais il ne parle 2 jours de suite le même langage. Aujourd'hui c'est un jargon, demain il se servira d'un autre. En 2 minutes il change d'ajustement, de maintien, pour ainsi dire de figure. Vous sortez de le voir, vous le revoyez dans le moment, et il est étranger pour vous. Mais il ne l'est jamais pour lui-même. Aucune métamorphose ne le gêne. Il se prête à toutes ces révolutions avec une docilité charmante. Il est dans son élément. Il est inconstant. Mais il est fait pour l'être. Les femmes y sont maintenant les seules divinités du pays. Chaque mari, dans sa maison, est un prêtre qui travaille à rendre la déesse favorable aux vœux des étrangers qui l'implorent, en l'irritant contre lui-même. Mais un prêtre désintéressé, qui ne demande jamais rien pour lui. Au demeurant, il est chargé de l'entretien de l'idole, car il faut la parer, le peuple se prend par les yeux. Il serait assez difficile de se faire une idée d'une femme lunatique. Elle ne ressemble en rien aux femmes de ce pays. Ici, quand on a quelques traits, du naturel, de la pudeur, on a tout. Là-haut, tout cela ne mène à rien. Elles se donnent des agréments qu'elles inventent, et qu'elles ne doivent qu'à elles-mêmes, et la nature n'est qu'une sotte. Elles sont vives, enjouées, hardies, même un peu folles, et surtout coquettes, mais si amusantes, qu'elles font excuser tous leurs travers. Je les idolâtre encore. Non que les femmes de ce monde-ci me soient indifférentes, mais si je me trouvais jamais entre les unes et les autres, je les aimerais toutes pour m'épargner l'embarras du choix. Le tour ne serait pas maladroit, interrompit Gracieux. Avec tant d'agréments, reprit Briandor, ces dames n'inspirent point d'amour. Elles ne font naître que du goût, et ce sentiment les contente. Elles évitent tout ce qui contraindrait leur humeur volage. Il leur faut des amusements et non des passions. Le caprice fait chez elles ce que le destin fait ailleurs. Ce qu'il prononce est irrévocable. Mais j'aurais beau parler sur leur compte, je n'épuiserai pas la matière. Je crains même qu'en parlant trop, je ne me fasse soupçonner d'en avoir été mal reçu. Il est vrai que le caprice ne leur a pas parlé pour moi. Mais comme on ne m'a pas fait des traitements plus doux sur la terre, j'ai toujours pensé que cela venait plus de ma faute que de la leur. Ah,
dit Gracieux en l'interrompant. Seigneur, vous cherchez. Non, je ne cherche pas de compliments, reprit le chevalier lunatique. Je vous avouerai même que je me suis étonné 20 fois de ce qu'étant fait sur un certain modèle, ne manquant ni d'esprit ni de courage, j'ai toujours été le plus malheureux de tous les galants du monde. Vous vous en étonnerez vous-même en entendant mon histoire. Mon premier soin, dès que je me vis habitant de ce monde, fut de choisir ma profession. Comme je ne hais point la gloire, et que je crains peu la fatigue, j'embrassai la chevalerie errante, qui me convenait à merveille. Le goût des aventures me détermina encore, car qu'est-ce qu'une vie sans aventures? C'est un tissu d'ennui. D'ailleurs, j'avais trop bien débuté pour rester en si beau chemin. Je passe sous silence ces combats journaliers, ces succès malheureux ou favorables, auxquels un homme de notre état est sujet. Je viens tout de suite à des faits de plus d'importance. Comme je traversais le royaume de Congo, je fus tenté de voir la princesse Uhu Keke, qui en était souveraine. J'arrivai dans la capitale le jour d'un tournoi. J'entrai en lice, et j'en eus tout l'honneur. C'était m'annoncer par un début brillant. Je fus recevoir à l'amphithéâtre le prix des mains de la princesse. Je la vis, je l'aimai. Il était impossible de faire autrement, car elle était charmante. Je ne pourrais en faire que de faibles portraits. L'avantage que j'avais remporté me donna lieu de m'introduire à sa cour. Je crus d'abord apercevoir dans ses regards quelque chose de favorable pour moi. Mais je ne conservai pas longtemps ce faible avantage. Uhu Keke, d'ailleurs toute charmante, avait les plus vilaines mains du monde, et la fureur de les montrer. Mais l'empressement de la cour à les louer sans cesse était ce qui m'étonnait le plus. Moi, je gardais là-dessus un silence froid. J'eusse cru insulter la princesse en louant quelque chose d'aussi laid, lorsqu'il y avait d'ailleurs un si beau champ pour admirer. Mon silence fut remarqué par mes rivaux. Ils l'interprétèrent, et je perdis la faveur. Mais le mal n'eût pas été sans remède si mes concurrents n'eussent pris le parti d'aller jusqu'à la Chine, soutenir dans un tournoi, sous le nom de chevalier des belles mains, qu'Uhu Keke avait les plus belles mains du monde. À ce trait, ne pouvant rester à la cour, ni me mêler parmi ces insensés, je tournai mes vues d'un autre côté. Oh, pour le coup, dit Gracieux, je ne vous comprends pas. Que vous eût-il coûté d'aller jouter à la Chine? Vous avez tant de fois jouté à propos de rien. Il s'agissait pour vous d'un bonheur. Bonheur ou non, reprit Briandor, cela m'importe peu. On m'offrirait toutes les princesses de la terre. L'univers s'armerait contre moi, que je dirais toujours qu'Uhu Keke a de vilaines mains. À plus forte raison, ne jouterais-je pas pour soutenir le contraire. Je ne puis pas prendre sur moi de défendre les mauvaises causes. Après cette aventure, poursuivit Briandor, croyant être devenu sage à mes dépens, je résolus, puisqu'enfin il fallait flatter le faible des dames pour leur plaire, de donner dans ce travers. Comme je voyageais lentement, j'arrivai à la Chine lorsqu'il y avait déjà longtemps que les amants d'Uhu Keke en étaient partis. Scobeluscu, fille du roi de la Chine, n'était pas à beaucoup près si belle qu'Uhu Keke, mais elle était plus piquante. Il me semble néanmoins, dit Gracieux, dont le sort était de faire des remarques, que l'héritière de Congo devait être plus brune. Eh bien, reprit Briandor, l'autre était plus piquante. Je vous le dis, je m'y connais. J'avais ouï dire qu'entre autres fantaisies, car Scobeluscu en avait quelques-unes, elle avait le faible d'aimer les jambes bien faites. Je l'ai naturellement très fine, mais pour flatter la princesse dans son goût, je crus devoir y ajouter quelques agréments d'emprunt. D'abord ma ruse eut tout l'effet possible. Scobeluscu trouva ma jambe faite à ravir, et sur ce passeport me permit de lui faire assidûment ma cour. Je ne sais si la jalousie éclaira mes rivaux, ou si maladroitement je m'avisai de placer un jour le gras de ma jambe de travers, mais le bruit de ma supercherie se répandit, et l'on forma le dessein de me convaincre. On indiqua des joutes pour amuser la princesse. J'y vins parer, à mon avantage, et me placer à côté de mes concurrents. Au signal,
Je voulus partir avec les autres, mais au premier effort que je fis, je m'aperçus que ma jambe était accrochée à la barrière par un petit crampon de fer. J'eus beau caracoler, il fallut y laisser mes dépouilles. Quelques pages m'avaient joué ce tour. Bientôt, on abandonna les joutes pour venir rire de mon aventure. Mais le plaisir coûta cher aux rieurs. Car à peine fus-je en liberté, que saisissant ma lance à 2 mains, ma bride entre mes dents, je gagnai la plaine en frappant à droite et à gauche. Je ne sais où je pris tant de force. C'est la fureur qui m'animait. Mais il faut que dans cette aventure, j'ai meurtri plus de 2000 Chinois. Comme Briandor en était à cet endroit de ses aventures, il s'aperçut que Gracieux dormait. Il attendit quelque temps. Enfin, voyant qu'il ne s'éveillait pas, n'osant par politesse le tirer de son sommeil, ne voulant pas compter à vide, il prit le parti de chercher à s'endormir de son côté. L'abbé, en parlant ainsi, s'aperçut que les dames étaient un peu plus qu'assoupies, et regardant la résolution de Briandor comme un conseil pour lui, il sortit. Il ne tiendra qu'au lecteur de s'endormir aussi, si l'avis lui semble bon. Fin du chapitre 7. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 8 des 1001 Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 Fadaises. Contes à dormir debout. Par Jacques Cazotte. Chapitre 8. Gracieux donne dans le poteau noir. Suite de l'histoire de Briandor. Ce que devint ce chevalier. Nos chevaliers dormaient déjà depuis longtemps, lorsque Gracieux fut réveillé par un horrible coup qu'on lui déchargea sur la tête. Il l'eût rendu, s'il eût trouvé à qui le rendre, car il n'était pas endurant. Mais n'apercevant rien, parce qu'il faisait très obscur, et qu'en effet, il n'y avait personne. « Ah, si jamais je te rencontre !» s'écria-t-il. « Qui, Seigneur ?» lui demanda Briandor. « Celui qui vient de me blesser, » répondit Gracieux, en se bandant la tête avec son écharpe. « Êtes-vous blessé ?» répliqua le chevalier lunatique. « Oui, à la tête, » repartit Gracieux. « Mais nous sommes dans une caverne, » dit Briandor. « Ne serait-ce pas que vous vous seriez cassé la tête à l'entrée, qui sans doute est trop basse, tandis qu'il ne m'est rien arrivé à moi qui suis plus petit que vous ?» Gracieux vit bien qu'il pouvait en être quelque chose. Il laissa tomber ce propos et fit des excuses à Briandor sur ce qu'il s'était endormi, le priant de reprendre le fil de son histoire. Le chevalier lunatique, qui ne voulait qu'être entendu, poursuivit son récit dans ces termes. Au sortir de la Chine, la cour du Mogol me sembla mériter mon attention. J'y fus, et pendant longtemps j'y vécus ignoré, n'ayant pas d'occasion de faire des actions d'éclat. Je crois que je ne fusse jamais parvenu à me faire connaître sans le prodigieux talent que j'ai pour deviner les énigmes, même les plus obscures. Il est vrai que je n'en manque pas une. L'énigme était l'amusement favori des 3 princesses héritières du trône du Mogol. Elles en faisaient continuellement. Elles les proposaient à leur cour, avec un prix pour les heureux. Je me signalai par des succès si suivis dans ce genre, que bientôt je m'attirai quelques distinctions. Dès que je me vis sur un certain pied à la cour, je cherchai à me faire des intrigues. Je parlai d'amour à Mina, la plus belle des 3 princesses, quoique je fusse sûr d'avoir un rival préféré. Mais c'était un jeune homme médiocre pour l'esprit, pour le courage, et qui n'avait que de la beauté. Dès que je trouvai occasion d'entretenir la princesse, aux détails que je lui fis de mes sentiments, je mêlai quelques discours à mon avantage, quelques épigrammes contre mon rival, pour avancer plus promptement mes affaires en le détruisant auprès d'elle. Le premier jour, la princesse me donna des énigmes à expliquer au lieu de m'entendre. Le second jour, il lui prit des vapeurs, et le troisième, on me refusa l'entrée de son appartement. Dans le dépit qui m'animait, je fus offrir mon cœur à la princesse Belbé, sa cadette, qui, sans être aussi touchante,
avait ses charmes. Elle me reçut comme une belle reçoit l'amant d'un autre. Il y a, il est vrai, des distinctions pour les heureux et pour ceux qui ne le sont pas. Vous m'aimez, Seigneur, me dit-elle. Auriez-vous donc oublié les charmes de Mina? J'entrevois la cause de votre changement. Vous m'apportez des hommages qu'on refuse ailleurs. Je crus devoir, dans cette occasion, lui exagérer la beauté de Mina, afin d'excuser mon penchant pour cette belle. C'était même une façon de consoler Belbé, d'être mon pis-aller au refus de la plus charmante princesse du monde. Ce que vous auriez peine à croire, Seigneur, et ce qui n'arriva jamais qu'à moi, la princesse me tourna le dos et ne m'a jamais regardé depuis. Cette disgrâce me fit quitter le Mogol plus tôt que je n'eusse voulu. Il ne tenait qu'à moi de me déclarer amant de la troisième princesse et de briguer un nouveau refus. Mais, ne trouvant rien d'assez piquant dans cette aventure, je résolus d'aller en Perse. Je m'arrêtai en passant à la cour de Kandahar. La reine de ces contrées, quoiqu'entre deux âges, conservait encore des agréments. Je voulus essayer si mon étoile m'épargnerait auprès d'elle. Mes commencements ne furent pas malheureux. Je fus bientôt, entre les courtisans, celui qu'elle honora le plus de sa confiance. J'étais de tous ses plaisirs. Un jour, je me hasardai à lui parler tendresse. J'essuyai des caprices, des hauteurs, et même des dédains. Mais comme il faut que tout finisse, enfin, dans un moment où nous étions seuls, et où je la pressais plus qu'à l'ordinaire, elle m'avoua que je ne lui étais pas indifférent. À ce coup, je me crus désenchanté, car j'ai toujours cru l'être sur le chapitre des bonnes fortunes. Je me jetai à ses genoux. On m'y surprit presque. Elle en rougit. Je me relevai, forcé de contraindre mes transports. Mais je fis paraître tant de gaieté le reste de la journée qu'un mauvais plaisant, qui se douta du fait, fit un conte anonyme. Il était vif. La reine ne me l'a jamais pardonné. Elle prétendit que j'avais manqué de discrétion, et que, qui ne savait pas taire les petites faveurs, n'était pas digne des grandes. Gracieux s'endormit pour la seconde fois en cet endroit du récit de Briandor. Le chevalier lunatique se promit bien de s'adresser mieux à l'avenir pour conter ses aventures. Je crois que vous n'avez pas lieu d'être sensible à son dépit. En effet, mesdames, qui perdez-vous? C'était un fou d'une espèce mélancolique qui n'a pas dû vous amuser. Tandis que Gracieux dormait, la fée Trois-Bosses se trouva sur son chemin. Elle courait le monde sur certaines inquiétudes dont par la suite je vous débrouillerai le motif. Si elle avait reconnu le voyageur, c'était fait de lui. Imagineriez-vous qu'il dut son salut à cette écharpe dont il s'était enveloppé la tête et qui le rendit méconnaissable aux yeux de son ennemi? Ainsi, pour éviter la mort, il fallait nécessairement qu'on lui fît un conte, qu'il s'endormît, qu'il se cassât la tête, qu'il l'enveloppât, pour ne pas remonter plus haut, car cela nous mènerait insensiblement jusqu'aux coups de poing. Quel enchaînement! Mais un autre coup du bonheur. Il fallait qu'il se rendormît de nouveau. Sans cela, il eût reconnu la fée, se fût troublé, et son trouble l'aurait trahi. Non, il y a là-dedans des arrangements admirables. Je ne sais point pour cette fois si Briandor s'endormit. Il faudrait qu'il eût eu le sommeil à commande. Pour ce qui est de Gracieux, il ne dormit pas longtemps, et ce second réveil fut bien moins disgracieux que le premier. Infatigable s'arrêta, et hennit de toutes ses forces. Le chevalier ouvrit les yeux, et vit qu'il était à la porte d'un palais superbe. Il conçut dans le moment que, puisque son cheval s'arrêtait, il était nécessaire qu'il entrât dans ce palais. Il ôta son écharpe de dessus sa tête, pour avoir l'air plus séant, et descendant du coursier, il se jeta précipitamment dans le vestibule. Le chevalier lunatique voulut le suivre, mais les deux battants de la porte se fermèrent à son nez. Dans cette extrémité, forcé de revenir sur ses pas, il chercha le cheval fée qui était disparu. Enfin, il fut contraint de s'en retourner tristement à pied. Il n'y a pas de mal à cela. Il serait à souhaiter qu'il en arrivât autant à ces curieux, ces ennuyeux qu'on porte sur les épaules, qui s'acharnent, qui poursuivraient leur proie jusqu'au bout du monde, gens qui se livrent à tout, toujours disposés à s'informer,
à blâmer à tort et à travers, à parler d'eux continuellement, soit en bien, soit en mal, ce qui est égal, car c'est toujours la vanité qui les fait parler. Fin du chapitre 8, enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 9 des 1001 fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 fadaises. Contes à dormir debout. Par Jacques Cazotte. Chapitre 9. Où l'on verra donc encore un canapé. Et quelques parenthèses. Galerie, combat. Gracieux, du vestibule pénétra dans la cour. De là, dans différents appartements, sans trouver, à sa grande surprise, personne à qui il pût demander pourquoi il y était venu, n'en sachant rien lui-même. Las enfin de parcourir inutilement, il s'arrêta dans une chambre dont l'ameublement lui plut, parce qu'il était couleur de rose et que c'était sa couleur favorite. Il s'assit sur un canapé, l'esprit et le cœur toujours occupés du même objet, c'est-à-dire d'Euryanthe, puisqu'il n'avait pas cessé de penser à cette belle depuis qu'il l'avait vue. Peut-être ai-je failli de le dire jusqu'ici. Un conteur peut bien s'égarer, mais le cœur d'un amant ne s'égare pas. Tandis que Gracieux s'occupait du projet de la délivrance d'Euryanthe, de crainte de ne pas arriver assez tôt, de défiance de lui-même, le canapé sur lequel il était fit un mouvement. Cela lui parut extraordinaire dans un meuble assez neuf, mais le mouvement augmentant toujours, cela lui sembla bien plus singulier, jusqu'à ce qu'enfin le canapé prenant la parole acheva de l'interdire absolument. « Bonjour, beau chevalier, » lui dit le meuble doué d'intelligence. « Hé, qui es-tu, toi qui me salues » reprit Gracieux. « Je suis, » reprit le meuble, « une pauvre femme changée en canapé pour m'être attiré le courroux d'une fée. Il ne faut pas que cela te surprenne. Rien de si familier maintenant, rien de si fort à la mode que ces sortes de métamorphoses. C'est encore, dit Gracieux, un avantage pour une femme d'être métamorphosée à la dernière mode. Cette mode-là n'a pas réussi, reprit le canapé. Aussi est-il vrai que mes compagnons de fortune ont été sujets à grand nombre d'inconvénients fâcheux. N'allez pas en croire autant de moi. Il y a canapé et canapé. Je suis un honnête meuble, dont les aventures ne scandaliseront jamais personne. C'est ici le palais où les fées s'assemblent à certains temps de l'année. Elles ont, par esprit de ménage, meublé tous leurs appartements des objets de leur colère, et je leur en sais bon gré. N'aimais-je pas mieux, dans le fond, être canapé que belette, citrouille ou cornichon, pourvu qu'on ne soit pas de ces canapés? Vous m'entendez, seigneur? Il faut toujours faire son métier honnêtement, s'il se peut. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la broderie, c'est l'honnêteté qui parle les gens. Encore avec cela faut-il avoir l'attention de ne pas ennuyer son monde. Chacun sait que je suis ici pour avoir été trop bonne. Je ne m'en plaindrais pas si l'on ne m'eût mise en mauvaise compagnie. Mais c'est pitié que tous ces gens-ci. Cette sonnette qui est sur la cheminée, le mauvais petit caractère. Elle voit la fée belle en rendez-vous avec un berger. C'était un berger fils de roi, qui gardait les moutons pour son plaisir, et s'il vous plaît, il n'y avait qu'honneur dans leur fait. Elle va le dire à toute la contrée. Moi, je fis le contraire. Je donnai asile à 2 amants qu'on poursuivait. Tout mon crime est d'avoir eu trop de compassion. C'est la fantaisie des bons cœurs. Mais considérez ce gros fauteuil, c'est un bonze. Ah, que cela faisait un vilain homme, menteur, avare, hypocrite. Il avait autant de défauts pour lui seul qu'il en faudrait pour en faire mépriser 3 autres. Il en imposait avec un crâne pelé, quelques cheveux blancs tout autour, une marche composée, des yeux mourants. Mais il aimait la bonne chère et tous les plaisirs. Il eût plutôt vendu la pagode que de se les refuser. Là-bas, dans l'encoignure, c'est un mandarin. Ah, quel fainéant! Nous avons l'usage de la voix 1 fois tous les ans. Il ne s'en sert jamais, cela le fatiguerait trop. Il a passé la moitié de sa vie à manger, à dormir. Il passera le reste à rester là et à se taire. Je vois, dit Gracieux, en interrompant le canapé,
que vous possédez à fond l'histoire médisante de votre voisinage. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. N'auriez-vous aucune connaissance de mon sort? J'en sais bien quelque chose, reprit le canapé. Écoutez encore quelques portraits. Je veux vous mettre en pays de connaissance. Mais vous feriez aussi bien d'en rester là, répliqua Gracieux. Oh, répondit le canapé, je ne veux pas qu'on me reproche. Ah, continuez donc, dit tristement le chevalier, puisque votre parti est pris. Mais je vous avoue que je ne goûte point les portraits. Ce joli petit colifichet qui est sur la cheminée, en forme de bougeoir, reprit le canapé. C'était ce qu'on appelle un bel esprit, ainsi métamorphosé pour avoir tourné une fée en ridicule. Savez-vous ce que c'est qu'un bel esprit? Non, reprit Gracieux, je n'en sais rien. Mais pour peu que cela vous ressemble, cela doit être fort ennuyeux. Qu'appelez-vous ennuyeux? Il n'est rien de si charmant dans le monde. Ah, vous parlez de portraits. C'était un homme pour faire des portraits que celui qui est sur cette cheminée-là. C'était dommage qu'il eût trop d'esprit. Mais je lui ai vu reprocher ce défaut par ceux-mêmes qui n'y comprennent rien. Ah, je voudrais que vous l'entendissiez quand ce sera son tour à parler. Enjoué, sublime, naturel, délicat et familier tout ensemble. S'il se livre à sa verve, ce sont des traits saillants, du feu, des éclairs, de la tempête. L'imagination brille, l'esprit la seconde. Ils renaissent où l'on croirait qu'ils s'épuisent. Ils augmentent, ils étonnent, et la raison? La raison? Reprit Gracieux. Je ne vois pas qu'elle ait rien à faire dans tout ce pot pourri. En vérité, canapé, mon ami, vous et votre bel esprit, vous extravaguez tous deux. Ah, la maussade chose qu'un bel esprit! Si je le deviens jamais. Mais, continua-t-il, ne pourriez-vous pas me retrancher quelque chose de ce sot entretien? Vous me le répéteriez 100 000 fois, reprit le canapé, que je n'en dirais ni plus ni moins. Il y a 1 an que je me tais pour laisser dire des sottises aux autres. C'est à mon tour de parler. Je parle, je parlerai, et vous m'entendrez. Un moment de patience, et vous saurez tout. Qu'est-ce que 20 ou 30 portraits que j'ai à vous faire? L'écran garni de découpures, c'est un jeune homme dont l'aventure est plaisante. C'était une de ces têtes à l'évent, qui croient ne rien devoir aux femmes, parce qu'il leur ressemble. Un jour, dans un cercle où il se trouva, il soutint à une fée qu'elle était vieille, quoiqu'elle ne parût pas avoir plus de 45 ans. On fut surpris, un moment après qu'il eut lâché la sottise, de ne voir qu'un écran où il y avait un fat. La dame s'était vengée sur-le-champ, sans lui faire changer ni de place ni de fonction, car avant la métamorphose, il avait le dos contre la cheminée et servait déjà d'écran à toute la compagnie. Cette table entre 2 fauteuils, c'était une femme d'un certain rang, qui se mêlait hautement de dévotion, sourdement de galanterie, et même de plus d'une. D'abord avec un vieil enchanteur pour le secret, ensuite pour le ragoût avec un apprenti bonze. L'enchanteur découvre son rival, l'envoie à sa dame changée en cassolette. La belle reconnaît son amant rien qu'aux odeurs. Le froid la saisit, elle devient marbre, et la voilà placée entre 2 filles de vertu commode, qui la remercient du soin qu'elle prit toujours de censurer leur mauvaise vie. Ah, j'oubliais mon ami le tabouret, autrefois le doyen des Adonis. Toujours tiré, toujours musqué, toujours fade. Il n'est pas là pour avoir porté la perruque blonde, les dents postiches, pour s'être vanté mal à propos de bonne fortune, mais pour avoir demandé certains rendez-vous dont il se tira qu'à un cas. On dit que beaucoup de nos jeunes gens ne s'en tireraient pas mieux, mais ils savent se faire excuser. La pincette est une femme réduite là pour un trait de satire. C'était cependant un de ces sujets minces qui ne semblent pas faits pour parler des autres. La pendule est une babillarde, les girandoles des coquettes, le pliant un flatteur, le miroir un médisant, les chaînets des importuns, la pelle une tracassière, les rideaux des menteurs. Tandis que le canapé était dans ce torrent d'invectives, tout à coup, les meubles de la chambre firent de grands mouvements. La sonnette commença la sédition. Elle n'eut pas sitôt donné le signal que chaises, fauteuils, tables, tout l'ameublement, enfin, accourut sur le canapé. Gracieux, surpris comme il devait l'être d'un tel incident, se leva et voulut gagner la porte pour éviter le choc,
lorsque ses pieds rencontrèrent un pot de chambre d'argent qui roulait de toutes ses forces de dessous le lit pour se trouver dans la mêlée. Notre chevalier trébucha. Alors il devint malgré lui témoin de la bataille la plus singulière qui se soit jamais donnée, mais témoin intéressé, car le fort des coups lui tomba sur le dos. Le canapé ne vit pas plutôt fondre l'orage qu'il se prépara à le soutenir. Le tabouret fut sa première victime, il le rejeta loin de lui, les 4 pieds en l'air. Et cet infortuné entraîna en tombant la pincette et la pelle que le désir de la vengeance amenait au combat, sans autre ressource qu'un peu de courage et beaucoup de colère. Mais la chute de 3 ennemis si peu redoutables ne fit que rassembler autour du canapé de nouveaux périls. Un adversaire digne de lui se présente, c'est le fauteuil. Ils se mesurent quelque temps, prêts à s'élancer l'un sur l'autre. Bientôt ils se serrent. Chaque coup qu'ils se portent réduirait en cannelle tout le magasin d'un fripier. Le fauteuil répare en adresse, en légèreté, ce qui lui manque en force. Il semble même pendant quelque temps avoir l'avantage de la lutte. Mais enfin le canapé, par un dernier effort, l'ébranle, le soulève et le renverse sur le parquet. Il tombe comme un cèdre du Liban frappé de la cognée. À ce coup, la colère des autres meubles, que la curiosité de voir un si beau pair d'athlètes avait suspendu, renaît. Ils s'élancent de concert sur leur ennemi commun. Ceux qui ne peuvent se mêler parmi les combattants respirent leur fureur et leur inspirent celle qu'ils ressentent. Le bruit de la sonnette augmente, le mouvement de la pendule redouble, le parquet se soulève, les rideaux courent le long des tringles. Ils reviennent, ils recourent encore, ils frémissent de voir leur rage enfermée dans un espace si court. Le miroir se ternit pour ne pas retracer et les horreurs de cette mêlée et le malheur des siens. Car enfin, le canapé, toujours heureux, toujours vainqueur, dispersa ses ennemis et les força à lui donner la paix, après s'être acquis dans cette journée un honneur immortel. Si quelque chose pouvait diminuer sa gloire, c'était que s'étant toujours tenu sur le dos de Gracieux, cela lui donna l'avantage du terrain. Il fallait que ce canapé eût été dans son temps une vigoureuse femelle. Fin du chapitre 9, enregistré par Ezois, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 10 et dernier des 1001 fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 10 et dernier. Comme le champ de bataille s'en fut, et ne resta à personne, comme Henriante fut retrouvée, et ce que devint la merveilleuse Trois-Bosses. Pendant que dura cette étrange guerre, imaginez, mesdames, en quel état était le désastreux amant qui en était le théâtre. 20 fois il crut toucher au dernier instant de sa vie. 20 fois, en preux chevalier, il en fit le sacrifice à l'aimable Riante. Cependant, contre toute espérance, il se trouva encore en état de se relever après le combat fini, avec des contusions, il est vrai, mais avec plus de frayeur que de mal. Son premier soin, dès qu'il fut debout, fut de fuir le canapé, car il se souvenait encore des portraits. Il aperçut une chaise renversée, que la faiblesse empêchait sans doute de se relever. Il l'aida. Elle fut sensible à cette attention, et comme c'était au tour de cette chaise à parler, « Seigneur, lui dit-elle, autant que l'épuisement put le lui permettre, je puis payer votre service. Riante repose sur le lit que vous voyez, et qui n'a pris aucune part au combat. Tâchez d'en ouvrir les rideaux, déchirez-les s'ils résistent. » À ces mots consolants, Gracieux accourut vers le lit, et sentant que les rideaux lui faisaient de la résistance, il les mit en pièces en un moment. Ah, mesdames, qu'il est doux de voir ce qu'on aime quand on l'a cru perdu pour toujours. Ce n'est que dans ce seul cas que je voudrais être dans la place d'un amant. Il doit goûter tous les plaisirs ensemble. Gracieux en fut enivré jusqu'au point de ne pas s'apercevoir que sa belle était enchantée et que tous ses transports, tous ses soupirs étaient perdus pour elle. Enfin, l'illusion commença à décroître. Il crut la réveiller par toutes les choses qui troublent les sommeils ordinaires. Il l'appela à voix haute,
C'est quelque chose que la voix d'un amant, mais ce n'était pas encore cela. Il lui serra la main. C'était encore quelque chose. Il lui fit respirer de l'eau pure, puis des eaux violentes. Il lui frappa dans les mains. Il la pinça même. Et ce n'était pas cela. Enfin, il s'avisa de lui dérober un baiser. Cela lui réussit un peu. Riante fit un petit mouvement. Je ne sais quelle idée ce succès fit naître à son amant, mais il trouva le secret de la désenchanter tout à coup. Secret que je ne connais pas, que peut-être il me sied d'ignorer. Ce qu'on m'en a dit, c'est qu'il ne réveille pas toujours les belles, surtout quand elles veuillent dormir. Je ne sais point, mesdames, ce que devinrent ces deux amants. Ils furent heureux sans doute, au moins méritaient-ils de l'être. Rare revit sa fille, et eut la consolation d'avoir un gendre aimable. Il ne me reste plus qu'à finir mon conte, en vous disant pourquoi l'aimable Riante se trouva au palais des fées. Trois Bosses, en l'enlevant, la destinaient sans doute à des malheurs plus étranges. Elle la revêtit d'habillements lugubres, et la destina à préparer les drogues pour les enchantements. Un jour que cette belle infortunée apprêtait à l'entrée de la caverne la verveine, le trèfle, la fougère et l'attirail de la sorcellerie, elle fut aperçue par la fée Bredouille, qui n'aimait pas Trois Bosses. Eh, qui l'aurait aimée, je vous prie? Depuis quelque temps, les fées avaient fait des statuts, par lesquelles elles s'obligeaient de transporter au palais de leurs assemblées tous ceux qu'elles auraient enchantés. Trois Bosses retenait donc Riante contre les règles. Mais la haine, en connaît-elle? Bredouille avertit ses compagnes de la contravention. Ainsi Trois Bosses fut privée du plaisir d'une vengeance qu'elle s'était tant promise. Tout ce qu'elle put obtenir, c'est qu'au moins Riante fut désenchantée dans les règles. Pour s'y opposer, elle chercha Gracieux par toute la terre, ne doutant point qu'en le faisant périr, elle n'ôtât tout espoir à Rare et à Lirette. Elle trouva le chevalier, mais elle le méconnut, et elle apprit plutôt la fin de tous les malheurs qu'elle avait causés qu'elle ne put y apporter des obstacles. La rage, le désespoir, et même la folie la saisirent. Elle se crut mortelle et se précipita du haut d'un rocher. Mais cela ne servit qu'à lui rendre le corps un peu plus contrefait qu'elle ne l'avait. On prétend qu'elle se fit une bosse au front, qu'elle a toujours conservée depuis. Même des gens dignes de foi m'ont dit l'avoir vue courir le monde sous le nom de la fée Quatre Bosses. Fin du chapitre 10. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Fin des 1001 Fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte.